Alors d'ordinaire, on reçoit les grands patrons pour leur parler de leur réussite, mais aujourd'hui, on va essayer de faire l'inverse avec vous, Xavier Niel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant d'entreprise, vous êtes fondateur du groupe Iliad Free, et alors on a décidé de reprendre Superfell, donc qui est une émission que France Culture consacrait aux échecs, pour voir avec vous quelques-uns de vos échecs, et puis pour qu'on essaye de les analyser. Vous publiez Une sacrée envie de foutre le bordel, des entretiens avec Jean-Louis Missica, c'est aux éditions Flammarion. Et évidemment, quand on parle de bordel, on pense d'abord au bordel politique. Vous trouvez qu'il est suffisant actuellement? Non, je trouve qu'il y a peut-être un petit peu d'irresponsabilité de tous côtés et des Français qui en ont marre, quoi. Je veux dire, ça monopolise l'ensemble des chaînes et des médias pour parler de gens qui se disputent, on comprend vraiment pas pourquoi. Et en fait, c'est comme malheureusement souvent sur le dos des Français, voilà. Mais c'est pas de la enfin, ça peut sembler démagogique, mais je trouve que on censure pour 500 millions sur 1,5 trilliard de budget. C'est il y a un tout petit peu de responsabilité, qu'on censure très bien, mais qu'à un moment, je crois qu'on a tous envie de stabilité, qu'on parle d'autre chose et qu'on avance. Vous qui êtes dans le business, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça fait peur à vos camarades? Mes camarades, c'est les patrons. Moi, je suis pas membre du MEDEF, donc si vous voulez, je sais pas si j'aimerais pas m'exprimer à la place de gens. Non, mais vous fréquentez d'autres patrons Ouais, dans ouais, Une sacrée ouais. envie de foutre le bordel. Vous dites, voilà, vous voyez Jeff Bezos, Ouais, mais par alors, exemple. je suis pas sûr que les patrons américains comprennent complètement ce qui se passe chez Je suis nous. pas Et c'est sûr ça qu'ils le aient très sujet. peur aussi de la situation en Non, France. je pense que vous regardez l'impact sur les indices boursiers, sur l'indice boursier français, quel CAC 40 ces derniers jours, il s'en fout un peu, quoi. Donc, je suis pas sûr de la peur ou de l'angoisse. Je crois qu'on a envie de stabilité. Ce qui a fait le succès économique, je ne juge pas le reste, le succès économique de la France ces dernières années, c'est de la stabilité. Et là, on a de l'instabilité. Pourquoi la stabilité, ça rassure? Parce que ça pousse les entreprises à se dire, OK, ben, je suis optimiste, je crois en demain parce que c'est stable et je sais à quelle sauce je vais être mangé, qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, peu importe. Je sais à quelle sauce je vais manger. Et quand vous mettez à pour de l'instabilité, c'est-à-dire qu'il y a une semaine, nous, on se retrouvait dans nos activités chez Free avec 120 millions d'euros de taxation. Aujourd'hui, on est revenu à zéro. Et je ne peux pas vous dire dans 2 semaines à quelle sauce on sera mangé. Et au 31 décembre, il y a un coup près. Voilà, donc c'est ce truc-là. Bah, vous faites des budgets pour l'année prochaine et cet argent-là, c'est pas des dividendes, c'est pour faire l'investissement, toucher à un certain nombre de paramètres aux entreprises et vous n'avez pas la connaissance de le faire parce que l'État ne fait pas convenablement son job, dans son intégralité, ne fait pas convenablement son job. Et comme d'habitude, depuis des années, on s'est habitué à voter des budgets au 31 décembre, ce qui est déjà aberrant parce qu'il n'y a pas une entreprise qui fait ça. Et là, on ne sait même pas quand est-ce que sera fait le budget l'année prochaine. Bon, mais l'instabilité, c'est aussi cette dette française. Et cette dette française, vous risquez, vous, moi, les auditeurs, d'en régler tout ou partie. Est-ce que ça, par exemple, ça vous inquiète, Xavier Niel? La dette, on la met en face de l'actif, d'accord? Donc en France, on a une dette colossale, et en face de ça, on a un actif. Donc si j'ai une maison et que je l'ai achetée 300 000 euros et que j'ai 300 000 euros de dette, j'ai un problème. Si j'ai une maison qui vaut 300 000 euros et que j'ai 100 000 euros de dette, je n'ai pas exactement le même problème. La France, c'est un pays riche. Ça ne veut pas dire que la dette, il ne faut pas la rembourser. Le concept de la dette, il ne faut pas la rembourser. À côté de ça, vous avez le budget total de ce pays, c'est 1,5 trilliard par an. Ok, faire 1% d'économie, c'est 15 milliards. Bon, on peut faire 2% d'économie, c'est 30 milliards. C'est pas très dur. Mais on est un pays taxé parce qu'on y a des avantages, c'est une bonne chose. Mais il y a un moment, on a le droit de se poser des vraies questions sur les économies que l'on a à faire. Je pense que tous les Français le constatent à un certain nombre d'endroits quand ils se déplacent dans une préfecture, quand ils se déplacent à un certain nombre d'endroits, ils se voient qu'il y a un niveau de vie. C'est quoi l'intérêt du département? On a plein de niveaux, une superstructure. C'est quoi l'intérêt? Et on se pose pas ces questions centrales. Et je crois à l'inverse qu'on constate tous que typiquement, on a des infirmières, on a un certain nombre de métiers qui sont à nos contacts avec des gens insuffisamment payés. Je pense que les instituteurs dans ce pays sont moins bien payés, significativement moins bien payés qu'en Allemagne. Et ce truc, c'est n'importe quoi, c'est une connerie. Pourquoi ils sont moins bien payés qu'en Allemagne? Parce que au-dessus de ça, on a une superstructure qui coûte des fortunes. Et si on était capable de compresser cette superstructure, d'augmenter le salaire de ceux qui sont au contact de nous, les administrés, on aura un pays qui marcherait mieux, avec des gens plus heureux et rémunérés à la juste valeur, et puis on attirerait des talents vers ces métiers. Alors, vous avez justement l'un de vos camarades patrons, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, Elon Musk, vous en parlez d'ailleurs dans ce livre, Une sacrée envie de foutre le bordel, de manière pas toujours très amène. Justement, lui se propose de faire des économies à l'État américain. Vous en pensez quoi?
sur la personnalité d'Elon Musk, je pense que c'est probablement le meilleur entrepreneur du monde, mais de même temps, c'est le mec le plus barge, et encore, je suis sympathique. Je pense qu'il est fou et potentiellement fou dangereux. Donc, je pense qu'on est personne n'est noir ou blanc, on est tous gris. Mais quand vous êtes aussi blanc sur l'entrepreneuriat, sur tout le reste, vous devenez très très noir. Et c'est un peu son cas. Donc, le sujet de faire des économies à l'État américain, je pense que c'est une bonne chose. S'il l'applique d'une manière raisonnée, raisonnable pour baisser le coût de fonctionnement de l'État américain, je suis sûr que ça se passera très très bien. Si après on commence à déborder, c'est n'importe quoi. Il l'a fait déjà, c'est quand il rachète Twitter. Quand il rachète Twitter, franchement, techniquement, technologiquement, s'envoyer entre nous des messages de 140 caractères, ils n'avaient pas besoin d'autant de salariés. Il fait ça très durement, violemment. La forme n'est pas bonne, le fond, il a raison. Et puis après, il fait la connerie. Payer 45 milliards, vous trouvez que c'était rationnel? De quoi De payer 45 milliards Twitter? Je sais pas vous le dire. Si vous faites les économies et que vous ne tuez pas la société par vos propos, ouais, ça en vaut la peine. Après, le problème, c'est qu'il n'y a plus aucun annonceur de la Terre qui veut y aller parce qu'ils se disent, mais attendez, qu'est-ce qu'on est en train de financer? On finance ce mec parce que le produit devient son propriétaire. Et à ce moment-là, c'est moins emballant. Voilà. Mais ça, le prix ne me choque pas en soi s'il met en place un plan qui va faire que cette société dégage de l'argent. Parce que la finalité d'une société, c'est beau, c'est pas beau. Elle agrège trois parties, elle agrège des salariés, des clients et des actionnaires. Et donc, il faut que ces trois parties soient contents. Tous les clients ne sont pas contents, dans son cas. On parlait de la folie d'Elon Musk, mais on a un peu l'impression que les grands patrons auxquels vous appartenez, Xavier Niel, sont tous un peu barges également. Pourquoi, par exemple, vous le racontez dans ce livre, vous dites que très rapidement, vous êtes lancé dans le Minitel et que quelques mois après, vous avez réussi à vendre votre boîte et que vous auriez pu vous arrêter de bosser. Il aurait été rationnel de s'arrêter immédiatement? Je ne sais pas si ça aurait été rationnel. Je me suis arrêté à ce moment sur plusieurs fois quand j'ai vendu des sociétés en étant plus jeune. Le sujet, c'est créer ou fabriquer des choses, c'est tellement passionnant. C'est comme si vous me disiez, j'ai un artiste, il a très bien réussi, je me compare pas, attention, mais j'ai un artiste, j'ai très bien réussi, une très belle œuvre, j'ai vendu très cher, je vais arrêter d'en créer. Et je pense que c'est un peu la même chose, c'est qu'on a on a des idées, et sur la base de ces idées, on a envie de faire des choses avec des gens. Donc ce sujet-là, j'ai la chance j'ai l'énorme chance, l'incroyable chance de pas avoir l'obligation de mettre mon réveil le matin pour gagner ma vie. C'est une chance énorme. Et donc de faire ce que j'ai envie de la manière dont je le souhaite. Vous dites pire dans ce bouquin, vous dites que être patron, c'est un peu comme le chômage, on n'a pas l'obligation de se lever le matin. C'est un énorme privilège, parce que je me suis créé mon activité et je l'exerce comme j'en ai envie. Et vous dites, et c'est cela qui vous relie à l'erreur, parce que vous avez tout un discours sur l'erreur, l'échec. Quand des entrepreneurs se sont plantés une fois, nous, on aime bien. Parce que je pense que, par essence, ils n'ont pas envie de se replanter une deuxième fois. Ça veut dire qu'ils ont tenté quelque chose, parce que c'est la vraie difficulté. On a tous des idées, mais comment vous transformez une idée en quelque chose de concret? Comment une idée vous la transformez en une société? On a tous des idées, on a tous le projet de faire des trucs incroyables, de faire des voyages dans le monde, etc. Puis après, quand il faut y aller, pouf, c'est un peu plus dur. Et les gens qui ont eu le courage de ça, ils ont eu quelque chose de différent, un petit truc de différent. Et s'ils se plantent, on part de la supposition que la fois d'après, ils connaîtront les raisons de leur échec et que ça ira un tout petit peu mieux et qu'ils refont des trucs mieux. Donc moi, j'adore investir avec des gens qui se sont plantés. Bon, vous avez réussi à disrupter le secteur des télécoms et notamment, il y a de nombreuses années, vous avez fait une offre avec Free, une offre qui était moins chère que celle de vos concurrents. Ouais. En automne 2002, Free, un autre fournisseur d'accès, surprend tous ses concurrents en lançant un forfait haut débit à 30 € par mois, quand AOL vend le même produit pour 40 €. Un coup dur pour Stéphane Trépoz, qui ne pensait pas que le prix du haut débit pouvait descendre aussi bas. L'offre que propose Free, elle est proposée à toute la France aujourd'hui. Oui, non, mais faut faire vachement gaffe, parce que c'est ça le drame de cette histoire, en fait. Hein. Mais le vrai problème de ces offres-là, c'est que ça impacte structurellement notre chiffre d'affaires. Donc si demain on décide, on dit ok, ils sont mis 30% moins cher, on décide de s'aligner, d'accord? Si tu perds 30% de ton chiffre d'affaires demain, tu parles de perdre peut-être 1 milliard de francs. Enfin, je sais pas si tu vois les sommes dont on parle, c'est monstrueux. Stéphane Trépoz décide de ne pas s'aligner sur Free.
Une position dure qu'il doit justifier auprès de la presse spécialisée. Il n'était pas envisageable de suivre Free sur le 512. Mais écoutez, vous remarquerez qu'il y a un silence assourdissant de tout le marché en dehors de Free sur ce sujet-là. Donc vous devez en déduire assez logiquement qu'il y a peut-être une équation économique assez difficile à trouver. Oui. Moi, c'est pas parce que quelqu'un saute d'une falaise que je dois forcément le suivre. Bon, Xavier Niel, à l'époque, on avait l'impression que vous sautiez d'une falaise. Est-ce qu'AOL aurait pu s'en sortir s'ils avaient décidé de s'aligner sur le prix du forfait Free, autrement dit 15 € de moins? Je pense que c'était une société contrôlée par un groupe américain et gérée d'une manière extrêmement lourde. Et on revient un peu avec le parallèle de l'État français, c'est que quand vous avez une structure au milieu un peu floue, un peu vague, qui coûte des fortunes, bah, vous avez un impact sur vos prix. Et donc à présent, c'est ça le vrai sujet. Nous, on arrive en étant... C'est l'intérêt de la start-up, en fait. La start-up disrupte un grand groupe en arrivant et en ayant un mode de fonctionnement, des idées qui sont différentes et ce qui lui permet d'émerger et au bout de gagner des parts de marché, de l'argent. Et c'est pour ça que les start-up fonctionnent, sur des secteurs où vous avez des grands groupes. Bon, mais c'est intéressant, hein, le renouvellement du capitalisme. Une société, c'est fait pour naître, grandir, disparaître. C'est une forme d'être humain. Et donc, c'est bien car systématiquement, il y a des petites sociétés qui arrivent, qui viennent concurrencer les gros, parce que ça les oblige soit à rester bons, soit à disparaître. Et c'est un renouvellement du capitalisme, ce qui est également extrêmement important. Bon, mais alors, il faut que vous m'expliquiez quand vous avez fixé ce forfait à ce prix-là, donc moins cher que vos concurrents, qu'est-ce qui vous prouvait que vous n'alliez pas vous planter? Ou alors, est-ce que vous rattrapiez sur une qualité moindre? Parce qu'à l'époque, on disait Free, notamment Free Mobile, ça marche pas, on a du mal à joindre les gens, etc. Non, le sujet, c'était d'avoir des sociétés avec des gens responsables qui géraient, encore une fois, cela d'une manière différente, avec des idées marketing différentes, avec une présentation différente. Là, sur la box, l'idée, c'était simple. Vous aviez 3 abonnements. Parce que là, vous êtes que sur la première étape. Après, il y a eu la deuxième étape. Mais vous aviez 3 abonnements. Un abonnement à la télé, obsolète, câble ou satellite, le truc était horrible. Un abonnement à l'Internet et un abonnement au téléphone. Et un jour, on invente un truc assez simple. C'est une petite box. Et on leur dit, on vous met tout ça dedans, et en fait le tout, ça coûte le prix séparé, soit du téléphone, soit de la télé, soit de l'internet, et je vous mets tout ça pour le même prix. Donc conclusion, vous vous retrouvez à 3 fois moins cher avec des services qui n'ont jamais existé. Donc vous avez une avancée technologique, une différence technologique, c'est l'invention, c'est vieux, hein, il y a 22 ans maintenant, mais c'est l'invention de la box. Vous avez une différenciation technologique, une différenciation par le prix, et une société qui a une communication différente, et ça marche directement. Le risque de se planter, il existe toujours, mais si on n'essaie pas, on n'a pas de chance de réussir, on n'a aucune chance de réussir. Et si vous voulez, vous me dites les autres financièrement ne pouvaient pas s'en sortir. Je suis ravi de faire de la peine à des gens. Enfin, c'est assez rare que ça m'arrive assez rarement. Je m'en sors plutôt pas trop mal financièrement. C'est un peu honteux de vous le dire comme ça, mais les opérateurs télécoms gagnent très très bien leur vie. Et je pense ou j'espère qu'un jour on sera disrupté par un nouvel entrant parce que c'est sain. Je ne veux pas vous faire parler nécessairement des ennuis de vos concurrents, mais je crois qu'il y en a un SFR qui est très endetté, qui a un endettement, alors, en termes de l'un des ratios qu'on utilise, dette sur EBITDA est 2 fois plus élevé que vous. Comment cela se fait-il justement que cet opérateur ait eu beaucoup plus de dettes, trop de dettes, disent aujourd'hui beaucoup? C'est des dettes d'acquisition, c'est-à-dire que quand cette société a été rachetée par son propriétaire actuel, qui est Patrick Drahi, il a mis beaucoup de dettes. Et après, l'exploitation de la société, dans la durée, a un peu décliné, avec des erreurs, un certain nombre d'erreurs ou de choix qui ont été faits, qui n'étaient peut-être pas heureux, en tout cas ce qui se retrouve dans les chiffres comme étant pas heureux. Et à partir de ce moment-là, quand votre résultat baisse, cette dette devient une dette lourde. C'est une société qui va bien, SFR, si vous oubliez cette dette. Elle gagne de l'argent. Le nombre de ses abonnés diminue. Ouais, mais si vous voulez, ça diminue lentement. C'est une société, si vous voulez, qui fait une dizaine de milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui fait 4 milliards de marge d'EBITDA, qui investit 2 milliards, il vous reste 2 milliards au bout. Le problème, c'est le poids de la dette. Sinon, ça serait une société. Vous n'auriez pas de dette chez SFR. C'est une entreprise incroyable. D'où l'intérêt de renégocier la dette pour la faire baisser et de s'en sortir. L'un des plantages que vous avez fait, c'est quand vous avez proposé une box avec 2 Vialet. 2 Vialet, ce sont des enceintes de luxe. C'était en 2018. Vous l'avez traîné un certain nombre d'années. Cette offre, elle n'a pas marché. Non, c'était trop. En fait, il y a un moment, je pense que c'est assez. Je pense qu'on se sent bourgeoise. C'est-à-dire qu'on devient. On se dit, tout va bien. Les Français sont tous très riches. On va faire une box à 500 €. Tout va bien. Et puis un matin, on se lève, on se dit, on en a vendu, hein, ça a été plutôt, on a vendu des centaines de milliers, c'est pas mal, mais on
il faut nous ramener à notre condition. On vend un produit à l'ensemble des Français, et quand on vend un produit à l'ensemble des Français, il ne faut pas l'oublier, et qu'on est sensible aux centimes d'euros, aux quelques dizaines de centimes d'euros près, et que après 30 et quelques années de vie de privilégié, ça vous oblige à vous rappeler que la réalité, c'est que la grande majorité des Français galèrent de quelques euros, et qu'à partir de ce moment-là, notre offre était adaptée à quelques Français, tant mieux pour eux, qu'on était nos utilisateurs, ou alors qu'ils mais n'étaient pas prêts à mettre autant d'argent parce que certains dépensent plus, par exemple pour un iPhone. Vous avez dit d'ailleurs que si vous aviez inventé l'iPhone, Je serais déjà très fier. Vous seriez très fier, vous auriez raison d'être fier, mais vous l'auriez vendu moins cher. Ouais, parce que je pense que c'est devenu une dépense contrainte pour les Français, et qu'elle est maquillée par le fait qu'on va leur vendre un crédit souvent déguisé avec leur forfait pour leur permettre de l'acheter sur 2 ans ou sur une durée plus longue. Voilà. C'est un vrai sujet, mais ça fait partie des produits qui sont devenus le smartphone absolument nécessaire dans nos vies, et qui sont très chers parce que vous avez deux grandes sociétés dans le monde qui contrôlent ce marché, qui sont Samsung et Apple. Et donc, naturellement, avec une concurrence peut-être pas complètement parfaite sur les prix, et c'est des sociétés extrêmement rentables. Tant mieux pour elles. Hein. Xavier Niel, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous nous raconterez comment vous êtes passé de la prison à la bourse. C'est ce que vous racontez aussi dans Une sacrée envie de foutre le bordel. Des entretiens avec Jean-Louis Missika, c'est aux éditions Flammarion, 8h sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Nous sommes en compagnie de Xavier Niel, le patron d'Iliade et de Free. Vous publiez Une sacrée envie de foutre le bordel, entretien avec Jean-Louis Missika aux éditions Flammarion. Vous avez une solide réputation de disrupteur, Xavier Niel. Auriez-vous envie de disrupter, par exemple, la politique en vous présentant, par exemple, à la mairie de Paris ? Non, parce que je pense que c'est pas le même métier. Moi, ce que je sais faire, c'est... Alors, si vous me donnez la case gestion, je veux bien regarder. Mais je sais pas gérer, moi, ces relations si complexes avec des gens qui ont je pense qu'il faut avoir un gros ego, en fait. Et gérer des relations avec des gens qui ont des gros égos, on fait ça dans nos entreprises, hein, c'est déjà beaucoup. Et là, c'est des égos énormes. La politique, c'est des gens qui regardent leur image, qui se voient des grands destins, etc. Je suis pas sûr que je me vois un destin aussi important pour être capable de faire ça. J'adore le métier du maire. J'adore le métier du maire. Je trouve que c'est le contact. Et d'ailleurs, de manière générale, les Français aiment leur maire. Mais je pense que j'ai encore un peu de boulot dans mes activités avant de viser ça. Donc non, c'est non ? C'est non aujourd'hui. Après, demain, on peut en parler. Mais cette semaine, j'ai autre chose à faire. Bon, alors cette semaine, je ne sais pas si vous êtes à nouveau sur scène, mais en tout cas, mon camarade François Saltiel, qui est ici même dans ce studio, vous a vu dans un one-man show que vous avez organisé, François. À l'Olympia, effectivement à Paris, comment devenir milliardaire, une belle promesse donc pour cette première sur scène avec ce one-man show. 2 euros. Voilà, c'est un bon retour, c'est pas mal. Entre 2 euros et 39,90 €. Nous avions des places premium. Voilà, je sais pas, vous êtes devenu milliardaire depuis, François ? Bien sûr, je le suis. Je suis toujours là donc par passion, mais je suis milliardaire. C'est une promesse qui n'a pas été tenue, Xavier Niel. Attendez, j'ai pas dit que ça allait être tout de suite. On donne les cours et après on voit. Et justement, le titre est assez évocateur de ce qu'est le spectacle, c'est-à-dire que vous jouez beaucoup avec l'autodérision, vous arrivez en vous présentant donc comme quelqu'un qui a beaucoup échoué, c'est vrai, mais en même temps beaucoup réussi aussi. Quand je vous ai vu sur scène, j'ai fait la comparaison avec aussi ces grands rassemblements ou ces grands discours qui sont ceux des géants de la Silicon Valley. On pense à Steve Jobs et à d'autres qui vont donc sur scène pour aussi prodiguer la bonne parole. Là, vous l'avez fait donc un peu à la française avec de l'humour, mais dans le fond, je me suis dit que dans les discours, dans le propos que vous défendiez, il me semble qu'à un moment donné, vous avez dit que vous avez plus fait avec Free pour le pouvoir d'achat des Français que des politiques publiques en 20 ans. Vous avez parlé de l'école 42, l'école que vous avez fondée pour disrupter aussi un peu l'éducation. On y rentre sans diplôme, ça fonctionne sur la méritocratie. Et je me suis demandé finalement, en écoutant tout ça, si on n'était pas assez proche de la philosophie un peu libertarienne de ces patrons américains qui veulent finalement disrupter l'État, créer leur propre système scolaire, essayer de gérer un État comme un patron d'entreprise. Alors, je crois que chaque Français, quel qu'il soit, peut plus changer notre pays que la somme d'un certain nombre de nos hommes politiques. Pourquoi ? Parce qu'on a tous un petit
un petit pouvoir. Quand on se lance dans la téléphonie mobile, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, on rend des dizaines de milliards d'euros de pouvoir d'achat aux Français. On rend ce pouvoir d'achat. Pourquoi? Simplement parce qu'on fait de la concurrence. On applique de la concurrence, une concurrence réelle, saine. Et ces dizaines de milliards d'euros de pouvoir d'achat, c'est pas grâce à nous. C'est nous, on met le petit machin, et puis les autres suivent, parce que si vous voulez continuer d'exister, vous allez baisser vos prix. Et chacun d'entre nous, au travers de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on est capable de créer, on est capable d'avoir un impact sur la société. Et c'est ça que je crois, c'est à l'individualité plus qu'à la société. Après, ces grands shows, c'est pour faire passer des messages. Je les fais habituellement pour vendre nos produits. Là, c'était pour raconter une histoire et pour essayer de donner envie à des jeunes d'aller se lancer, de se prendre en main et de créer quelque chose. Bon, vous avez répondu gentiment à François, mais sur le même thème, vous avez répondu plus méchamment il y a quelques semaines à un sénateur. La stabilité de nos tarifs dans le mobile. Alors attendez, alors là moi je marche sur je marche sur la lune. Vous êtes en train de me dire augmentez vos prix? Alors là franchement, mais allez devant la représentation nationale, allez devant les Français. Vous m'avez dit vous pratiquez des tarifs extrêmement bas, trop bas. Ah mais on dit tout. Ah, attendez, je fais mon métier. Sur la stabilité de nos tarifs mobiles, c'est un sujet encore une fois où quand on nous dit vous pratiquez des tarifs trop peu chers. Je vous écoute, je vous prends le point. Je me vois, enfin, encore une fois, ça fait partie de nos atouts, ça fait partie de ce que l'on apporte aux Français, leur apporter du pouvoir d'achat. C'est-à-dire dans un monde où tout monte, où tous les prix montent, où on va avoir des problèmes incroyablement supérieurs à ceux que l'on a en ce moment sur d'autres réformes, avec des hausses de prix significatives qui peuvent atteindre 10 à 15%, qu'une société soit responsable dans ce pays et dise « je ne vais pas augmenter mes prix », me paraît pas quelque chose sur lequel on devrait avoir des remarques. Je pense qu'au contraire, ça devrait être vu comme quelque chose de positif. Pardon, monsieur Niel. Xavier Niel, vous étiez vraiment énervé face à ce sénateur? Ouais, parce qu'il me dit, comprenez, vous montez pas vos prix, donc tout ça c'est pas bon, ça va monter de l'investissement, etc. Je trouve que le propre des élus, c'est de nous défendre. Et nous défendre, c'est d'aider aussi à ce qu'il n'y ait pas une inflation trop forte, trop élevée. Donc sur l'instant, puis c'est le tôt le matin, vous savez comment c'est. On est là, on est au Sénat, vous connaissez comment c'est. Il est tôt, on est au Sénat. Je m'en prends une. Pourquoi moi? Je suis sympa, je viens vous voir. Après, je m'en prends une, quoi. C'est pas trop cool. François Saltiel. Quelle est votre vision finalement de l'État? De cette puissance publique. Est-ce que vous seriez prêt à dire que finalement il faudrait le renouveler, le revoir totalement de fond en comble, qu'il y a des dysfonctionnements tels, que l'ascenseur social ne fonctionne pas, qu'il faudrait finalement le disrupter, pour reprendre un terme qui vous est cher? Je crois que le travail de l'État et des politiques, c'est de mettre en place des structures pour permettre, nous, de faire ce que l'on veut au sein de ces structures, en fait, des règles. Et parfois, ils dépassent ce sujet-là, simplement de mettre des règles en se mêlant de tout et de rien. Donc ça, c'est la partie qui me gêne. Je trouve qu'on a un État trop important, trop cher, et avec une envie de ceux qui n'accèdent pas au poste à fonction, qui rêvent de postes avec une certaine responsabilité, des avantages qui sont autour. Donc, je trouve ça trop lourd, non efficace, alors que ça devrait être extrêmement simple. Vous allez me dire que je suis libertarien et vous allez me reprendre là-dessus. Mais vous pouvez répondre d'ailleurs là-dessus. Est-ce que vous vous sentez libertarien? Ou un libertarianisme à la française? Non, moi je crois à la liberté individuelle dans toutes mes activités. Je suis actionnaire de contrôle, pas seulement de contrôle, je suis actionnaire de journaux qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite. Je suis pour la liberté d'expression et en tout, je suis pour la liberté et notre liberté, et je suis confortable avec ça. Donc je suis pour la liberté individuelle. Après, moi, j'ai besoin d'un État, j'ai besoin d'une justice, je crois en la justice de mon pays, je lui fais confiance. Bien évidemment, dès qu'on est condamné, c'est politique, et puis quand on est relaxé, c'est plus politique, etc. Et je pense que tous les responsables qui utilisent ces termes en disant qu'une décision de justice, elle est politique, détruisent ou participent à la destruction de cet État dont on a besoin. Alors justement, décision de justice, votre livre « Une sacrée envie de foutre le bordel » aux éditions Flammarion, Xavier Niel, revient sur votre arrestation. Vous aviez été accusé de proxénétisme et d'abus de biens social suite aux activités de l'un de vos associés. Qu'est-ce que ça vous a appris, ce passage en prison? Je crois, vous l'avez dit tout à l'heure d'une autre manière, je pense qu'à un moment, vous vous touchez intouchable. Vous dites, j'ai tout réussi, tout marche, je peux faire n'importe quoi, tout va marcher.
une... Je sais pas comment vous l'expliquer, mais on se dit, on est au-dessus de tout, parce que tout marche. Et puis, donc, au bout d'un moment, quand on est dans ce cadre-là, on fait des bêtises. Et quand on fait des bêtises, on est rappelé, pour utiliser une autre image, par la patrouille. Et je pense que ça m'a fait incroyablement du bien. Ça m'a rappelé qu'on était tous des êtres humains, tous égaux. La suite de ça, c'est que je vais en prison, je suis incarcéré, et cette incarcération, je plaisante dessus en disant que j'ai perdu du poids, j'ai bronzé, et j'ai pu régler les problèmes juridiques de mes sociétés, donc c'est bien sûr une blague, mais ça permet de revenir à quelque chose de fondamental. C'est un peu comme si on imposait le service militaire, c'est bien qu'il ne soit plus là, hein, mais qu'on imposait le service militaire à tout le monde vers 40 ans, en se disant, revenez ensemble, quelles que soient vos conditions, d'où vous venez, redevenez la même personne. Et puis j'ai la chance de rencontrer à ce moment-là un juge, Renaud Van Ruynbeek, qui me dit, ce que vous avez fait, c'est génial, je suis flatté, mais vous passez votre temps à dépasser une ligne jaune, à faire des petites conneries. Et ça, arrêtez, ça ne changera rien à votre succès d'entrepreneur, mais ça va tout changer pour la société, parce que déjà, vous allez la respecter. Puis ça va tout changer pour vous, parce que vous ne reviendrez pas me voir. Donc votre petit, ça a été Van Ruynbeek. Mes proches me parlent d'un syndrome de Stockholm. Moi, je l'adore. J'ai trouvé que c'était vraiment un garçon que j'aurais aimé avoir comme proche, je ne vais pas vous dire comme papa, parce que ce serait vexant pour mon père. Mais vous l'avez revu ? Je l'ai revu après, ouais, et ça a été plutôt sympathique parce que il est plus juge, je suis plus en prison, le rapport change, mais c'est un échange plus libre. Et j'ai eu le plaisir de lire tous ses livres, et par plein de raisons, je suis triste qu'il soit mort si jeune, parce que je pense qu'il a énormément d'apporter à ce pays sans faire de la politique, mais en fixant des règles juridiques, en étant choqué d'un certain nombre de comportements, en luttant contre ces comportements. Et je pense qu'encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'un individu à un endroit donné est capable d'apporter énormément au pays, chaque individualité, qui que l'on soit. Racheter le monde, est-ce que c'était une manière de prendre votre revanche sur la ville ? On a sauvé le monde plus qu'on l'a racheté avec Pierre Berger et Mathieu Pigasse, qui est toujours, quand vous le traduisez en anglais, j'ai envie de vous save the world. Ouais, on a sauvé le monde. Non, c'était une idée de Mathieu Pigasse qui dit écoutez, ce truc-là, il y a des gens qui se tournent autour et qui ont des idées ou des conceptions de la liberté de la presse qui ne nous paraissent pas aller dans le sens de ce que nous on pense. Et est-ce qu'on est capable, nous trois, en étant complètement différents, Pierre Berger, Mathieu Pigasse et moi, est-ce qu'on est capable de venir et d'apporter nos savoir-faire pour se débrouiller, pour que ce journal continue d'exister et au-delà de ça, se développe. Et aujourd'hui, c'est plutôt un succès puisque c'est le premier quotidien national de ce pays. Ça, tous les jours, il y a peut-être 600 000 personnes qui tous les jours directement l'achètent à l'unité ou au travers d'un abonnement. Le nombre de journalistes a explosé. Si quelqu'un vous dit que la liberté éditoriale du Monde n'est pas là, vous avez 600 et quelques confrères à qui vous pouvez poser la question. Il est rentable, il a de la croissance. Voilà, donc le pari a été réussi parce qu'on a mélangé trois talents qui étaient Pierre Berger, Mathieu et moi, qui étaient complètement différents, et on a chacun amené notre petite brique pour transformer ce journal en un grand succès. François Saltiel. On reste sur la presse. Vous avez dit il y a quelques minutes que vous investissez aussi dans la presse d'extrême droite. Laquelle ? Je suis actionnaire de Causeur. Je ne sais pas si c'est d'extrême droite, je ne voudrais pas que sa rédactrice en chef le prenne mal si elle l'estime qu'elle ne l'est pas, mais c'est une presse plutôt à droite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la liberté d'expression. Que chacun puisse s'exprimer. Vous parliez tout à l'heure que d'une revue interdite en prison. Ça me choque. C'est-à-dire que je suis en France et on me dit on censure une revue auprès d'un certain nombre de personnes. Ce truc me paraît hallucinant juste parce que cette revue parlait de l'incarcération, j'ai oublié, du procès de surveillance suite au décès d'un détenu. Moi, j'aime cette liberté d'expression et j'aime ce pays parce que c'est un pays dans lequel elle existe. Et donc, il existe des titres interdits me mettent toujours mal à l'aise. Qu'on les condamne pour ce qu'ils ont pu écrire ne me choque pas. Qu'on les interdise me choque. Mais alors, justement, puisqu'on parlait de superfell, d'échecs, d'erreurs, et on a l'impression que les réseaux sociaux ont apporté un certain nombre d'erreurs, d'échecs, à commencer d'ailleurs par un affaissement de la vie démocratique, Xavier Niel. Ils ont aussi apporté une énorme liberté, la possibilité d'émergence de nouveaux talents, de gens comme, Squeezie ou Lena Situation, qui sont aujourd'hui plus connus que les gens que nous, qui vont dans un monde plus mainstream, nous connaissons. Allez vous promener dans une rue avec Lena Situation ou Squeezie. Je pense que nos stars de cinéma sont des enfants à côté. Donc ça a permis d'émerger ça. J'essaie toujours de voir, moi, à toute chose, le côté positif. Ça a permis à tout à chacun de donner son avis. Alors vous allez me dire, d'un autre côté, vous allez le mettre au même niveau, l'avis du président de la
République et de la personne lambda. C'est pas ce qui me gêne le plus. Alors évidemment, vous poussez des comportements, je sais pas, on disait putaclic, moi, je sais pas comment on dit maintenant, des comportements potentiellement déviants, parce que il y a je sais plus comment ça s'appelle, les ingénieurs du chaos dans ce livre, bien évidemment, un propos faux marche mieux qu'un propos réel. Donc ça fait ça, mais dans la durée, je pense que c'est bon pour la démocratie. Alors je me suis trompé quand Internet est arrivé, je me suis dit ça allait sauver la démocratie, ça allait mettre la démocratie dans tous les pays du monde. Donc, quand on voit l'état de la démocratie 25 ans après la création d'Internet, je me suis peut-être gouré. Donc dans 25 ans, vous me referez venir si nous sommes tous encore là et vous me direz quelle connerie tu as dit en ce début de mois de décembre 2024. François Saltiel. Vous parlez justement des réseaux sociaux. De petites remarques, vous dites que finalement ça a permis à tout à chacun de pouvoir s'exprimer. Or, on sait que tout le monde ne parle pas à armes égales. Vous savez qu'il y a justement ces algorithmes, une interface qui va donc orienter des comportements et tout le monde ne peut pas parler, dire une bonne chose et être amplifié. Ça va justement pousser quelques sujets par rapport à d'autres. Un réseau social sulfureux qui crée la polémique quasiment un jour sur deux, c'est TikTok, réseau social chinois. Il semblerait que vous soyez entré dans le conseil d'administration. Ouais, on est 5 administrateurs, 2 Chinois, 2 Américains et un Européen. J'avais 2 questions par rapport à ça. La première, pourquoi ? Quelle est votre stratégie ? Quel est l'intérêt pour vous d'aller du côté de TikTok ? Et de l'autre, je l'ai dit, TikTok est accusé de pousser justement de faire du mal à la santé mentale des adolescents, d'être une instrumentalisation justement du soft pouvoir chinois. En étant comme ça... truqué, pardonnez-moi, je reviens. Allez-y, Guillaume. Les élections en Roumanie, puisqu'on en a parlé d'avoir été aux enjeux internationaux aujourd'hui. D'avoir été instrumentalisé justement pour pousser un candidat ultranationaliste. En rentrant dans le conseil d'administration, vous devez participer, j'imagine, à donner votre avis sur la stratégie globale de cette plateforme. Est-ce que vous endossez pas aussi, d'une certaine manière, une certaine forme de responsabilité par rapport à ce que TikTok fait ? Moi, ce que je crois, c'est que l'Europe a besoin d'exister. Donc, quand vous avez, une société comme TikTok, qui s'appelle ByteDance, le groupe il est au-dessus, qui s'appelle comme ByteDance, qui est jusqu'à présent contrôlé par des administrateurs américains et chinois, moi, je suis content d'être là, pour donner une position européenne, parce que notre position, elle est différente des autres. Ce produit marche parce que les Français, les consommateurs, ont envie de l'utiliser. Et le point de fond, c'est que ça, on ne sait pas lutter contre ça. Ils ont envie de l'utiliser. Pourquoi ? Parce que le produit est bon, peut-être parce que les algorithmes poussent des contenus qui sont des contenus racoleurs, et que c'est plus facile, évidemment, d'avoir un contenu racoleur qui se popularise qu'un contenu non racoleur. Mais je pense qu'avoir la voix de l'Europe à cet endroit-là a un sens. Et c'est pour ça que j'ai accepté quand les fondateurs me l'ont proposé, en leur disant que je connaissais par ailleurs, et je suis un tout petit actionnaire de cette société, en disant j'ai envie d'amener un point de vue européen. Et ça veut dire plus d'éthique, un point de vue européen, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir des règles sur nos vies privées, qui sont des règles qui peuvent être différentes d'une vision chinoise et d'une vision américaine, les aider à comprendre qui on est et comment on est. Vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment TikTok a dit on va vous rémunérer sur une autre application créée, on va vous rémunérer plus vous allez regarder le temps d'écran. Exactement. C'est de comprendre que dans un monde, dans certains pays, cela est possible et qu'en Europe, ça ne fait pas partie de nos valeurs. Comprendre que un certain nombre d'algorithmes, on a besoin, on risque d'être interdit ou d'avoir des problèmes si on met en place un certain nombre de choses. C'est d'apporter cette vision et d'apporter ces conseils. Les conseilleurs ne sont pas toujours les payeurs, et mon rôle est un rôle de conseilleur, mais donc c'est pas obligatoirement mis en œuvre, mais c'est d'être capable d'avoir un angle ou une vision européenne. Et je pense que ça, c'est super important. Et donc, si vous voulez, quand j'ai été nommé à ce conseil d'administration il y a quelques mois, les gens me sont dit, tu vas du côté des méchants, etc. Des forces obscures, on va dire. Ou des forces obscures. Moi, je pense à l'inverse, que les forces obscures, si on veut qu'elles deviennent plus claires, il faut aller s'en mêler et être capable d'amener un point de vue qui soit un point de vue différent et de le faire non pas par le coup de bâton, le coup de baguette, parce que ça peut marcher, mais ça ne marche pas toujours, mais par des propos construits qui s'étalent dans la durée, d'être capable de donner des points de vue. Nos enfants, nos adolescents passent leur journée sur TikTok parce que le produit est un produit incroyablement bon. C'est un bon produit. Efficace, il joue sur les pulsions. Efficace, il joue sur... Ouais, mais tous les autres peuvent le faire. Je vous promets, ne croyez pas que si Instagram arrive à le faire, au même niveau, il ne le ferait pas. C'est juste parce que le produit, il est meilleur. Vous pouvez utiliser des tonnes d'autres arguments, qui sont des arguments des magots, mais au bout, ils sont meilleurs. Et comme ce produit, il est meilleur, il cartonne. Et donc, le sujet, c'est de se dire, OK, il cartonne, il est utilisé, comment on est capable de l'aider à raisonner tout en continuant de cartonner, de respecter nos règles. Et il faut s'en mêler. C'est la même chose quand j'investis dans l'intelligence artificielle. J'ai pas envie de dépendre de modèles chinois ou de modèles américains. Et j'ai envie d'avoir une troisième voie qu'une voie européenne. C'est mon optimisme naturel. On met des centaines de millions d'euros, ils mettent des dizaines de milliards d'euros.
Mais pour l'instant, on s'en sort pas mal en France. On est le 3e pays au monde en termes d'avancée sur l'intelligence artificielle. C'est pas si mal que ça. Et j'ai envie, je sais pas si on arrivera à être 2e, mais qu'on garde notre position. Alors, justement, puisque vous avez beaucoup investi en matière d'intelligence artificielle, vous l'avez fait notamment avec Rodolphe Saadé, vous attendez quoi de cela, Xavier Niel, puisque on voit qu'à chaque fois, la France a vu passer des trains, vous racontez le train Google que vous auriez pu emprunter, et puis là, aujourd'hui, on regarde le train ChatGPT. On a une chance énorme, c'est qu'on a les meilleurs talents du monde en intelligence artificielle parce qu'on a les meilleures écoles, notamment Polytechnique, et je n'ai pas fait Polytechnique, j'ai arrêté mes études à 17 ans, donc je vais vous dire du bien de Polytechnique ce matin, peut sembler contre-intuitif ou contre-productif, mais on a une école incroyable, on a des écoles incroyables qui nous donnent, pour quelques élèves, pas pour tous, un niveau en mathématiques, c'est ce dont on a besoin pour l'intelligence artificielle. Moi, ces talents, ils s'en vont. Moi, j'ai envie qu'ils restent, ces talents, en créant des boîtes, en travaillant dans des organismes où ils vont être rémunérés convenablement pour faire de la recherche et créer des algorithmes européens. Donc, ce que je cherche, c'est d'avoir une France forte, une Europe puissante qui soit capable de garder sa place là-dessus. Et encore une fois, soit on peut dire tout va mal, on va disparaître, c'est un choix, mais là je vous garantis qu'on a la certitude de disparaître. Soit on se dit, on réunit un petit peu d'argent, et je suis ravi d'avoir... vous savez, la philanthropie en France, ça n'existe pas. Donc quand Rodolphe Saadé me dit, je mets avec toi... Je suis habitué à voir mes copains américains quand on fait des trucs non financiers qui viennent m'aider, parce que c'est dans leur nature et c'est dans leur caractère. Quand je vois Rodolphe Saadé qui me dit, je mets 100 millions d'euros sur ces sujets-là, je trouve ça bien, parce que je me dis, la philanthropie à la française, ça commence à exister. Non, ça, c'est pas de la philanthropie. C'est de la philanthropie. Ce que l'on fait avec Rodolphe, on crée une fondation. QTI, qui est sur le même modèle de OpenAI au départ. Ouais, sauf que non lucratif, et on a vu justement l'évolution d'OpenAI. Écoutez, ça a permis de créer le premier produit qui a popularisé l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, ça n'est plus une association philanthropique, OpenAI. Toujours OpenAI, non. Vit entre les deux. La réalité est probablement que non. Mais le sujet de cette fondation qu'on a créée, c'est le cas aujourd'hui. Et puis en France, on ne transforme pas une non-profit en for-profit. Aux États-Unis, c'est la même entité. Vous dites, elle est non-profit, puis elle peut devenir for-profit. En France, on a créé un fonds de dotation. Lui, le transformer en société, on ne sait pas faire. Mais c'est l'idée. Et je vous promets, il met 100 millions, nous mettons 100 millions, Eric Schmitt met une centaine de millions. Cet argent-là, il est destiné à être perdu. Si derrière ça permet de créer des startups, que des gens s'inspirent de ce que l'on publie, de ce qui est publié, c'est des chercheurs qui publient pour au bout créer des produits commerciaux, tant mieux, mais ça sera basé sur des algorithmes qui auront été créés en France et en Europe. Mais alors là, c'est l'autre accusation à laquelle on peut s'exposer, c'est celle de transhumanisme, de remplacement des êtres humains. L'intelligence artificielle fait peur un peu partout, y compris ici, parce qu'on se rend compte que des travailleurs intellectuels peuvent être remplacés par l'intelligence artificielle. Parce que c'est la première fois qu'on on a une évolution technologique qui prend le job des gens éduqués. Historiquement, en fait, toutes les révolutions, on remplaçait les gens les moins éduqués, on remplaçait leur job par quelque chose. Donc là, pour la première fois, ce sont des gens éduqués. Donc évidemment, ça fait plus peur, mais je pense que l'intelligence artificielle ne représente aucune forme de quelque chose qui ressemble à quelque chose d'intelligent. Je sais que c'est dans le nom, c'est problématique. Mais c'est quoi le concept? C'est que vous me donnez des données et je vais les mettre dans tous les sens pour vous produire la réponse la plus intelligente. Typiquement, si je vous prends un exemple concret, vous arriverez à créer le meilleur épisode de 10% si vous lui donnez une intelligence artificielle, toutes les données. Et il va vous créer le meilleur épisode potentiellement de 10% parce qu'il va analyser les audiences, quand est-ce que les gens vont aimer, il va prendre tout ça, il va vous créer un nouvel épisode qui va juste être un mélange de ce qui a déjà existé, mais il n'est pas capable de vous inventer la série 10%. Et c'est ça le truc, c'est que la vraie intelligence, c'est-à-dire celle qui ne correspond pas à organiser des données, mais qui est capable de créer ex nihilo quelque chose, elle n'est pas attaquée, elle ne sera pas attaquée parce qu'on ne remplace pas le cerveau humain. Dernière question. François Saltiel. Sur l'intelligence artificielle, justement, pour boucler, vous l'avez dit, vous investissez donc avec QTI pour exister, justement, dans cet écosystème où nous avons les Américains d'un côté, les Chinois d'autre, et puis d'autres puissances. On a beaucoup parlé, justement, en France de régulation autour de l'IA. Il y a eu des textes, notamment des textes européens. Pour dire vite, il y avait d'un côté les régulateurs, de l'autre les innovateurs. Vous, si vous étiez justement en mesure d'être en responsabilité par rapport à cela, puisqu'on a bien compris que votre vision parfois de l'État était assez négative, comment vous imagineriez la gouvernance de l'intelligence artificielle pour que l'Europe ait sans doute peut-être plus d'avantages? Il faut laisser les innovateurs innover. C'est-à-dire que vous êtes dans un monde où vous êtes en concurrence avec d'autres parties, l'Asie, enfin typiquement la Chine et les États-Unis.
qui n'ont pas de régulation. Et si vous mettez une régulation qui vous bloque, vous ne permettez pas l'émergence des innovateurs et ces innovateurs partent ailleurs. C'est ça mon problème quand vous me donnez ça. Donc, il faut faire attention quand on régule. C'est bien qu'on régule. Et parfois, on est capable de montrer l'exemple, ce qu'on a fait avec le RGPD, hein, comment sont traitées nos vies privées. Mais il faut de la même manière, sur l'intelligence artificielle, faire attention et permettre aux innovateurs d'exister pour qu'on ait des gens au même niveau que les États-Unis et la Chine. Merci Xavier Merci à Niel. vous, merci de m'avoir invité. Une sacrée envie de foutre le bordel, c'est vos entretiens avec Jean-Louis Missika aux éditions Flammarion.